Young Fizz, comment vas-tu? Ça va, tranquille. On se voit aujourd'hui, quelques temps après la sortie du troisième opus de ta série Blazing Wave. Avant qu'on en parle plus en détail de la création, je voulais qu'on revienne au tout début, que tu nous parles de ton premier contact avec la musique, de tes inspirations et tout ça. J'ai commencé la musique depuis très jeune parce que je suis issu d'une famille de musiciens. D'accord. Donc mon premier contact avec la musique, c'est dans le milieu gospel. Okay. Donc en Guadeloupe avec mon oncle Cœur qui pègue. Et j'ai approché le milieu des musiciens aussi. Donc j'ai commencé la guitare basse à 16 ans. D'accord. Et enfin 16 ans environ, je me souviens pas exactement. Et là j'ai commencé les concerts et tout ça. Et vraiment là je me suis concentré sur l'aspect musicien. Puis je suis parti au Canada. Et avec mes frérots, JPZ, Ace, Jefferson, on a commencé à faire de la musique pour délirer, tu vois, un peu faire des sons, entre guillemets, marrants pour nous. Et en fait, nos amis voyaient qu'on arrivait à faire des mélodies cohérentes et tout ça, donc on nous a dit, les gars, faites quelque chose de sérieux et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des sons un peu plus sérieux au fur et à mesure, jusqu'à ce que vraiment on fasse des sons sérieux. Et puis après, je suis arrivé sur SoundCloud avec JPZ, Ace encore, et on a commencé à poster des morceaux. Et c'est parti comme ça en vrai. Chanter en soi, savoir chanter juste et tout ça, donc dans le milieu gospel, c'était à quel âge? Franchement, je voulais pas chanter dans le milieu gospel. D'accord. Dis-toi que chanter, c'était hors de question pour moi. On a eu le temps de me faire pas mal de suggestions à ce niveau. Moi, j'étais en mode non, je veux pas être devant. C'était hors de question d'être devant. Moi, je voulais être musicien et être sur mon instrument et accompagner. Depuis jeune? Depuis tout jeune. Et pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on commence à faire de la musique vraiment. Mais je voulais pas chanter. Tu chantes vraiment, mais au niveau de la justesse, savoir chanter, respirer, j'aurais pensé que tu as appris ça du coup en chorale et consorts. Franchement, j'ai beaucoup côtoyé les chorales avec la famille. Donc j'ai eu le temps de voir un peu comment ça se passe, la respiration, la justesse, etc., la posture, tout ça. Donc je pense que tout ça m'a quand même orienté. Mais en vrai, ce qui oriente le plus, c'est l'oreille. Ça veut dire que quand tu es musicien, tu te dois de développer une oreille, de savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, etc. Et je pense que grâce à l'oreille, je savais faire quelque chose d'à peu près juste, mais vraiment incomparable à ce qui se fait dans le milieu gospel, quoi. D'accord. Avec l'entourage donc que tu as déjà cité, vous avez un style R&B, donc on parle de wave, on parle de musique SoundCloud, les gens voient un peu le genre, le style. C'était quoi tes influences musicales, c'est-à-dire toi, ceux que tu écoutais et qui du coup t'a inspiré directement? Franchement, à l'époque, j'écoutais beaucoup Chris Brown, notamment, où j'ai écouté beaucoup d'Américains comme Tory Lanez, toutes les têtes qui commençaient à monter dans les années 2013-2014, toute la vibe Toronto un peu. Donc j'étais beaucoup influencé par ce genre d'artistes notamment, et les sonorités sont venues naturellement dans ce sens-là en vrai. Et puis c'est pas loin du milieu gospel en termes de sonorité en vrai. C'est-à-dire que le R&B, c'est un peu le bébé du gospel. Donc c'est très cohérent par rapport à ce que j'ai toujours vécu et finalement aussi par rapport à ce que j'écoutais à cette époque-là. Donc ma musicalité allait dans ce sens-là naturellement. En fait. D'accord. Donc tu nous disais qu'au début c'était un peu pour le délire entre vous. À quel moment ça a commencé à devenir sérieux? Aujourd'hui, il y a plusieurs EP qui sont sortis sur SoundCloud, sur les plateformes. À quel moment tu as commencé à réfléchir vraiment le fait de créer la musique? Franchement, j'ai commencé à prendre ça au sérieux quand j'ai lâché ce que je considère être un de mes premiers morceaux, En aille loin. C'était un morceau que j'ai vraiment composé avec le cœur. C'est une petite histoire d'amour et tout. Et je pense que les gens qui ont écouté le morceau ont été un peu touchés. Et ça m'a montré un feedback. Ça m'a montré que je pouvais toucher du monde avec ma musique. Je pouvais toucher les émotions des gens. Donc
je pense que là, j'ai compris vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé à continuer dans ce sens-là, à faire d'autres sons comme ça. Et puis moi-même, à cette époque-là, je vivais pas mal de choses aussi. Donc, je mettais un peu mon histoire dans ma musique, certaines fois. Et c'est vraiment là que ça a pris. J'ai pris les choses au sérieux. J'ai vu que de plus en plus, il y avait des feedbacks. Il y a des gens qui ont vraiment commencé à me suivre. Et c'était marrant parce que tu as tes amis qui te suivent. Donc, ils sont là, ils te disent ben, c'est bien ce que tu fais et tout et tout. Mais bon, toi, tu te dis, c'est les amis, ils vont toujours me soutenir. C'est facile. Mais quand tu voyais d'autres personnes qui venaient et qui déjà, ils arrivent, ils écoutent ton morceau, ils se disent que tu as l'habitude de chanter, que tu as déjà plein de sons et tout et tout. Alors que toi, tu arrives, tu débarques et... Parmi tes premiers. Voilà, donc en fait, tu vois qu'il y en a qui te prennent vraiment au sérieux et c'est pas des gens qui sont là parce qu'ils sont tes amis, mais ils te connaissent même pas, ils te soutiennent. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Pareil, je reviens un peu sur ton entourage. Comment vous vous êtes retrouvés aussi à faire, à être dans la même vibe artistique au final? Comment ça fonctionnait? Est-ce que c'est des influences diverses du coup qui se sont rencontrées, qui ont créé le mix que vous faites un peu ensemble, ou alors déjà tout le monde était un peu pareil? Je pense qu'on était tous un peu pareils parce que en vrai, tout le monde était au Canada? Ben une partie de ma team était au Canada, ouais. Donc ça a fait que on était des amis d'enfance à la base. Alors on a grandi ensemble. Jeff, on l'a connu un peu plus tard, mais on l'a connu vraiment depuis très jeune. Donc on évoluait déjà ensemble en Guadeloupe. Et quand on est venu au Canada, ben là déjà on était seuls, on n'était plus chez les parents. Donc t'imagines la life qu'on avait et tout. Et on continuait encore plus à approfondir nos écoutes musicales et tout et tout. Donc ça a vraiment créé une synergie entre nous. On était sur la même longueur d'onde et on a fait des sons comme ça, naturellement dans la même direction en vrai. Donc c'était naturel et puis c'est comme ça que ça s'est fait en gros. Est-ce que vous avez une notion de groupe ou c'est vraiment plusieurs individualités qui travaillent ensemble, ou il y a un nom de groupe ou quand vous êtes ensemble? Je ne sais pas si tu vois ma question. Très bien. Ben, c'est exactement ça. On s'appelait J3, donc comme J3, 3 fois J, donc JPZ Ace, Jeff SB, qui a changé de blase maintenant, mais en gros c'est Jeff, et moi Jérémy. Donc ça c'est mon prénom, Jérémy. Et donc on a formé ce petit trio collectif. On lâchait des sons ensemble. Et c'est vraiment comme ça qu'il y a eu une vibe autour de nous. Et voilà. Il y a aussi quelque chose dans ta musique qui est assez marquant, même si je sens que tu travailles en ce sens, c'est que tu chantais presque exclusivement en anglais. Ah oui. Qu'est-ce qui te pousse à créer en anglais? Et j'ai l'impression que tu travailles pour le faire moins. Est-ce que c'est volontaire de ta part ou la création vient, l'écriture vient? Franchement, j'ai pas de volonté d'écrire dans une langue ou pas. C'est vraiment la plupart du temps à la vibe. Et effectivement, quand j'ai commencé, j'avais une tendance à faire des sons complètement en anglais. Parce que tout simplement, ça me venait comme ça. Surtout que j'ai appris à parler le peu que je sais parler anglais là-bas, au Canada, grâce à des belles rencontres que j'ai fait là-bas. Et donc j'étais à fond dans la vibe, il y a des choses que je ressentais vraiment en anglais. Bon voilà. Puis en retournant en France, du coup la vibe de la France est rentrée sur moi en gros. Hein. Du coup, je me suis mis à écouter beaucoup plus de rappeurs français, etc. Donc naturellement, ça m'a influencé aussi à écrire un peu plus en français. J'ai jamais arrêté d'écrire en créole quand même. J'écrivais naturellement aussi certains morceaux en créole. Je pense que j'écrivais beaucoup plus de créole que de français, à vrai dire. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus mélodique, beaucoup plus... je préfère la sonorité créole que la sonorité française, dans certains aspects. Et surtout pour voilà, ma musicalité, je trouve que ça colle mieux. Donc je mélangeais un petit peu, mais il y avait toujours de l'anglais. Parce que mes vibes venaient de Toronto, des artistes émergents de SoundCloud, et c'était toujours des Américains ou des Torontoniens, donc naturellement j'avais cette vibe-là en fait. Tu viens de parler de SoundCloud, tu as sorti plusieurs projets.
je crois qu'il y en a qui sont que sur SoundCloud, qui sont pas sur les plateformes. Exact. Ensuite, tu as commencé vraiment à prendre le pli des plateformes. Ouais. C'était quoi la stratégie? Est-ce que là encore, tu as, comment dire ça, franchi des paliers, marqué des étapes? Comment tu as vu la progression, l'évolution? Franchement, à vrai dire, j'ai commencé les sons au Canada et ça a commencé à se faire entendre vraiment vers la fin de mes années au Canada. Puis je suis arrivé en France. Et là, les gens m'ont connu grâce à notamment le média de Cyril d'Alexis. Je me souviens du nom. EHK. EHK, voilà. Vraiment, ils m'ont découvert, ils ont commencé à partager ma musique. Et de là, ça a un peu fait grandir mon audience. Et j'ai rencontré aussi Lexa, Axel, et on a travaillé en partenariat du coup sur mon premier projet, mon premier EP vraiment sur les plateformes, Blazing Waves. Donc là, on a essayé de vraiment faire quelque chose avec une stratégie, mais vraiment, on commençait quoi. On a fait ça vraiment beaucoup pour le plaisir. En plus, Lexa, il proposait des soirées à l'époque, les Sunday Mood Discovery. Du coup, j'ai commencé à chanter là-bas aussi. Donc en fait, il y avait une synergie qui s'est créée. Donc on a vraiment essayé de mieux structurer la chose, de préparer la sortie, de la communication et tout ça. Et voilà, c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à être sur les plateformes. Ok. Tu as fait le choix de fonctionner sous forme d'EP, relativement court, moins de 10 titres. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Est-ce que c'est parce que c'est la quantité de morceaux que tu crées, ou alors au contraire, tu es très productif, mais tu sélectionnes beaucoup? Franchement, quand je me dis que je fais un EP, Blazing Waves, généralement, enfin, ils ont tous 7 titres. Parce que je pars du principe que je vais en faire 7. Pourquoi 7? Parce que c'est mon chiffre. Et aussi parce que je suis vraiment dans la mentalité entre l'album et le EP. Moi, j'ai vraiment la culture de l'album. Je consomme vraiment des albums plus que des singles. Okay. Donc moi-même, c'est ce que j'ai envie de donner parce que ça me permet d'avoir un fil conducteur, de raconter quelque chose en long et en large et surtout d'avoir un fil conducteur et de mettre un univers. Ça aussi, c'est vraiment important pour moi. Donc j'ai fait des EP de 7 morceaux. C'est ça. Tu parles de l'univers. Alors il y a un délire, une direction artistique dans tes projets, dans les clips. D'où te vient ce côté d'axer sur la direction artistique? Alors, je ne sais pas si c'était tellement réfléchi à l'époque, mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai sorti Blazing Waves, enfin quand j'ai eu l'idée de Blazing Waves, j'ai vraiment essayé de mettre un mood autour de ça. C'était vraiment au début, surtout au début, un mood un peu summer, coucher de soleil, amour de vacances, amour à qui on doit dire au revoir, amour qui s'arrête complètement parce que voilà. Enfin bref, c'est un peu cette vibe-là, donc très proche de l'eau, très proche des cocotiers, un peu une vibe tropicale. C'était vraiment l'univers que j'essayais de mettre ensemble. Et c'était un peu ça la DA en vrai. Et Lexa, il a très bien compris ça aussi. Et il était à fond dans cette vibe-là aussi. C'est pour ça qu'on a collaboré ensemble sur mes premiers EP. Et c'était un peu ça la DA. Ouais. Aujourd'hui, donc là, le Blazing Waves 3 est sorti. Ton EP précédent, sauf erreur de ma part, tu me dis bien sûr, du coup, n'avait pas le même titre. Pourquoi tu es revenu à Blazing Waves? Je suis revenu à Blazing Waves parce que je pense que les gens ont apprécié Blazing Waves, le 1 et le 2. Je me suis dit, il faut faire le 3. Voilà. Jamais 203, et puis c'est un bon chiffre, et puis c'est un bon rythme aussi. Donc j'ai voulu faire le 3 en me disant que c'est le dernier. Donc essayer de bien clôturer cette vibe-là, parce qu'on va pas rester sur cette vibe-là non plus. Voilà. Mais j'ai vraiment voulu aboutir cet univers-là. Donc les 3 sont assez différents, mais ils me ressemblent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tenu à revenir. Surtout que le P d'avant, c'était Storm Season. C'est comme l'épisode à part
de l'histoire, en gros. C'est un peu plus sombre, enfin un peu moins clair en tout cas, un peu plus mélancolique, un peu plus triste. Parce que j'avais ces choses-là à dire aussi. Mais je voulais revenir sur la bright side. Je voulais revenir dans la lumière, en gros. Sur cette EP, tu as des invités. Pour le coup, tu as eu l'occasion de travailler avec une légende, Monsieur Jean-Michel Rotin. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette connexion? Comment tu as pu le contacter? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, musicalement? Ben, musicalement, moi, je vais pas faire genre. Moi, je me suis attardé sur sa musique vraiment très tard, du coup, pour le coup. C'est-à-dire, je me suis vraiment concentré là-dessus en étant déjà bien grand. Et j'ai vraiment kiffé. La connexion, c'est grâce à Lorenz. J'avais demandé comme ça sur Insta à mes contacts, qui a son contact et tout. Parce que j'avais un morceau intéressant, que j'estimais intéressant, et je me suis dit non, il me faut Jean-Michel Rotin dessus. En le créant, tu as pensé à lui? Même pas. Je l'ai créé, déjà c'est allé dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Bon, là, ça a une sonorité un peu Michael Jackson et un peu Jean-Michel Rotin du coup. Mais c'est pas du tout vers ça que j'allais à la base. J'allais plus vers de l'afro, nigérien et tout. Et finalement, ça a donné ça. C'était une grosse expérience de faire un son avec Jean-Michel. Vous avez pu vous rencontrer ou ça s'est fait à distance? Ouais. On s'est rencontrés. Je pense que Jean-Michel, c'est quelqu'un qui a besoin de contact. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus orienté vers l'organique. Donc, c'était une expérience incroyable parce que il nous est arrivé un truc de fou. Franchement, on a été en studio une première fois. On a passé des heures à parler, finalement. Sans créer. Mais c'était une expérience incroyable parce que j'ai découvert un personnage vraiment atypique et vraiment cool, en fait. Après, on s'est dit, vas-y, on refait une séance parce qu'il faut qu'on fasse un son quand même. Du coup, en deuxième séance, on le fait. Ça se passe bien, on finit la séance. Et là, on le raccompagne hors du studio. Et on retourne au studio. L'ordinateur est éteint. On a tout perdu. Alors que le logiciel a des sauvegardes automatiques. Normalement, ouais. Toutes les 5 minutes. Et là, on a tout perdu. Mais vraiment, tout perdu. Il n'y a rien à faire. Backup, rien du tout. On a cherché sur Internet, tout, rien à faire. Là, je me suis même pas énervé. Je suis resté calme parce que je me suis dit là, c'est pas moi qui contrôle, tu vois. J'avoue, j'ai pris du temps à lui dire. Ça m'a tellement saoulé. Ouais, j'imagine. Même la gêne de le ressolliciter. Ben voilà. On l'a déjà sollicité 2 fois, là, il faut revenir. Là, je l'appelle, je lui dis, bon, voilà, Jean-Michel, j'ai en tout cas t'annoncer. Il me dit quoi? T'as tout perdu. Je dis, ouais, c'est exactement ça. Je lui explique le truc. Et il me dit, gars, frère, t'en fais pas. On refait tout. Il n'y a pas de souci parce que moi, j'ai déjà vécu ça de ouf. Lui, il a vécu ça, mais en pire. Il a déjà perdu carrément un album, il m'a expliqué. Donc, donc il m'a dit, gars, il n'y a pas de souci. On s'est revus en studio, on a fait ça et puis voilà. Super. Et dès le début, il a été réceptif à écouter une nouvelle musique, entre guillemets, pour lui et à venir participer? Ben, déjà, sa musique à lui, elle est atypique. Et je pense que quand il a vu que ma musique aussi était atypique par rapport à ce qui se fait en Guadeloupe, il a vraiment été touché, il a vraiment validé en fait. Il m'a dit vraiment plus ce que tu fais c'est bien et tout. On a parlé de plein de choses qui venaient en plus. Donc il m'a dit gars il faut que tu continues. En fait il était vraiment un peu dans l'encouragement, dans le partage parce qu'il nous a donné pas mal de connaissances, pas mal d'expériences. En fait il a vraiment partagé avec nous et c'est pour ça qu'on parlait longtemps en fait. Et il n'arrête pas de partager en fait. Je pense que même si lui, il fait pas du R&B comme moi, je pense que sa musique est proche quand même du R&B. Et je pense que ça lui a parlé, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du coup des autres invités de l'EP? Oui, très bien. Donc, il y avait Tisha. Tisha qui est aussi ma cousine. Hein. Ok. Tisha, on s'est beaucoup rapprochés ces dernières années. Et vraiment, c'est quelqu'un que je considère beaucoup. Donc, on a eu l'idée hein, de faire un titre ensemble. Et vraiment, ça a matché. D'ailleurs, ça fait partie des morceaux que les gens préfèrent du EP. C'est vraiment tranquille, c'est vraiment bienveillant. Voilà. Et on a eu Charlesia. Donc Charlesia aussi, qui est une artiste, si je peux dire, qui débute.
Elle ne fait pas encore parler d'elle, mais elle est très talentueuse, elle a une belle voix. Et je pense qu'elle devrait encore plus continuer. Il faut qu'elle sorte de son trou là. Mais vraiment, c'est une bonne artiste et je pense qu'il faut la suivre. Tu as commencé à nous parler des genres musicaux. Donc, justement, il y a l'afro. En ce moment, ça fait quelques années que ça pète. Est-ce que ce sont des sonorités qui te parlent? Puisque du coup, ça se rapproche des sonorités caribéennes, quand même des vibes chantées, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et sur quoi tu te sens à l'aise facilement, entre guillemets? Et les sonorités, du coup, caribéennes, on parlait de Jean-Michel Routin, le zouk, tout simplement. Comment tu appréhendes et comment tu vois les genres musicaux et comment tu peux les mélanger dans ta musique? Ben, franchement, déjà dans ma musique, je suis influencé par tous ces genres de musique. Déjà l'afro, surtout en ce moment, l'afro nigérien et ces vibes-là se sont beaucoup rapprochés du R&B dans les accords, les mélodies, mais toujours en gardant la rythmique afro. Mais vraiment, les mélodies se sont vraiment rapprochées de l'urbain, du R&B, tout ça. Donc ça, moi, ça me parle. Je pense qu'en tant qu'antillais, les rythmes afro aussi, ils sont dans le sang, ils sont dans l'âme. Et ça fait que quand cette vibe est arrivée, je me suis identifié à cette vibe aussi et je me suis retrouvé là-dedans. Le zouk, je fais pas vraiment de zouk parce que c'est quelque chose que je préfère écouter que chanter. Par exemple, sur le morceau avec Jean-Michel, on sent vraiment cette petite influence rétro-zouk. Mais c'est une musique que je respecte énormément et que j'ai décidé de ne pas rentrer là-dedans parce que je préfère vraiment écouter. J'ai pas envie de m'éparpiller. Mais dans mon côté musicien, en tant que musicien, j'aime beaucoup ces sonorités. Donc l'afro, le zouk, compas, begin jazz, etc. Donc en fait, naturellement, dans mes sonorités, il y aura forcément une touche de ça. Mais j'essaie vraiment de ne pas tomber dans le piège de trop mélanger ou de trop m'écarter en mélangeant trop mon côté musicien. Parce que, par exemple, en tant que musicien, c'est pas facile de composer de la musique pop urbaine. Parce que le côté musicien, qui est très organique, fait que tout ce qui est minimaliste, c'est difficile d'accès. Okay. Parce que c'est trop minimaliste. Et du coup, en fait, les musiciens, quand ils composent de la pop, généralement, ils vont naturellement trop en faire, jusqu'à ce qu'ils trouvent un équilibre. Donc, j'essaie de faire attention à ça aussi, de m'entourer de beatmakers d'ailleurs, de m'entourer de personnes qui ont vraiment l'esprit... Parce que tu composes aussi pas mal. C'est ça. Bien sûr, le dernier EP, j'ai composé la plupart des titres, sauf certains. Et voilà, j'ai vraiment essayé de splitter, de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est minimaliste dans la composition. Et c'est pour ça que j'arrive à faire des sons R&B comme ça. Ok. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur le One Shot que tu as déjà enregistré. Et j'ai découvert une personnalité très pointilleuse, méticuleuse, perfectionniste. Est-ce que pour toi, c'est un frein dans ta création ou pour toi, c'est une bonne chose parce que ça te permet d'être exigeant? Est-ce que tu trouves la limite? Franchement, pour moi, c'est tout sauf un frein. Par contre, ça peut être un piège. Mais je suis tellement conscient que ça peut être un piège que je me donne une grosse marge d'erreur, une grosse marge d'imperfection. Tu lâches prise un peu sur certains trucs que tu remarques? Le truc, c'est que moi, je suis entouré de gens qui sont vraiment dans la musique. Ça veut dire que je suis entouré de musiciens et de gens qui sont pointilleux très comme pointilleux, pas comme moi, plus que moi. Dans le milieu gospel, c'est du haut niveau musical, c'est vraiment le cas. Donc j'ai été habitué à ça. Donc sortir de ça, c'est assez difficile. J'essaie de m'en servir comme un atout, mais sans que ça devienne une faiblesse. Donc c'est pour ça que je fais en sorte que mon travail soit propre, mais que les erreurs soient charmantes.
on va dire ça. D'accord, je vois. Tu nous disais au début que tu voulais pas chanter dans le milieu gospel, mais du coup, en grandissant, peut-être en présentant ta musique à ta famille, est-ce que tu as refait le lien avec le monde gospel? Et est-ce que peut-être à l'avenir, tu pourras aller dans cette direction-là? Avec ma musique actuelle, non, j'ai pas encore fait de lien avec le gospel. C'est vrai que j'aimerais bien, surtout que les gens, grâce à des projets tels que celui de Kanye West, enfin de Ye, avec ses Sunday Service, il a un peu rappelé aux gens qu'il y a ce genre de sonorité et tout. Et les gens, même dans l'afro, on entend beaucoup de chorales maintenant, beaucoup de chœurs, mais vraiment en mode choir, chorale. Donc les gens commencent à se refamiliariser avec ça. Et du coup, je me dis, peut-être que je vais commencer à exploiter cet aspect-là aussi. Surtout que je suis vraiment dedans. Mais en étant vraiment dedans, c'est compliqué. Parce que je peux pas l'aborder, je peux pas me permettre de l'aborder comme quelqu'un qui n'y est pas. Moi, j'y suis vraiment, donc j'aurai une exigence qui va peut-être me freiner. Mais ça viendra. Et au niveau de ta famille, du coup, ta famille de musiciens, est-ce qu'ils écoutent et comment ils apprécient, comment ils trouvent ta musique? Ouais, ils écoutent ma musique. J'ai envie de dire surprenant. C'est pas surprenant, mais ça me fait plaisir. Mais ça me surprend parce que c'est vraiment pas dans le contexte. Mais ma famille me soutient énormément. J'ai tout le temps mes cousins avec moi, mes oncles et tantes. Donc même mes parents, ils écoutent. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et moi aussi, je vais essayer d'orienter ma musique de plus en plus vers quelque chose de plus comment dire, de mieux, on va dire ça, de mieux. Récemment, tu as fait une opération, on va dire, que j'ai trouvé très intéressante tant sur le plan artistique que marketing, on va dire. Tu as enregistré ton propre concert, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Comment l'idée t'est venue et nous raconter un peu l'exécution du coup? Franchement, c'est un gros projet. C'est vraiment par la force de mes amis et de mon entourage que ça a pris cette ampleur. Je reçois ton appel, tu me dis tu veux parler. Je prends le A4, attends moi je vais pas tarder. J'arrive sur un câlin depuis la porte. C'est déjà cramé, tu me kiffes fort. Je vois ton love sometimes, je vois ton love sometimes. Je sais ce que tu veux, baby mama. Donc l'idée à la base c'était vraiment quelque chose de plus posé. Donc je me suis entouré de la famille, quoi, de mes amis musiciens, de mes cousins, cousines qui sont dans le gospel aussi comme moi. Qui sont musiciens et chanteurs aussi. Et je leur ai dit, moi, je sors mon EP bientôt et je veux sortir ça avec un live. Et ils m'ont dit, vas-y, Banco, on est avec toi, nanana. Au début, l'équipe, elle était petite. Notamment Kevin, le directeur artistique, le pianiste. Lui, il a vu les choses en grand direct, surtout musicalement parce qu'il est talentueux de ouf, surtout en termes de composition et d'arrangement. Donc, il a concocté quelque chose. On était ensemble au début à Draveil dans le 9-1. On a composé quelque chose au studio ensemble et c'est parti en synergie comme ça. Et chacun ramenait un peu des idées. Et là, quand on a vu le résultat de l'ébauche qu'on a mis en place, on s'est dit, aïe, on est obligé de faire un truc de fou. Et là, Kevin a continué à travailler dans son coin, a continué les arrangements. Et là, vraiment, c'est devenu un truc de fou. Surtout qu'en tant que musicien, on sait à quoi ça va ressembler à l'avance. Donc là, on a réalisé que, waouh, il fallait faire venir des musiciens de France. Donc au début, l'équipe, c'était Kevin, Anthony, mon cousin à la basse. Et on savait pas encore qui allait être batteur. Il y avait Méliana et Laurine à la voix. Et on s'est dit, il nous faut un batteur. Un bon batteur et il nous faut un guitariste, un bon guitariste. Au final, on a choisi Joël Dufeu et Jonathan Charles. Et du coup, eux, ils étaient en France. Il fallait les faire venir en Guadeloupe. Donc, on s'est dit, waouh, il faut du budget, il faut une salle et tout. Mais là, ce qui est bien, c'est que la famille, les amis, quand on leur a fait écouter la répétition, qui était déjà une folie, vraiment, et qu'on leur a parlé du projet, tout le monde a dit, vas-y,
on va aider. Mon oncle, il a commencé à prospecter des lieux et tout. Okay. Il a même trouvé des trucs. Voilà, on a tout cherché et vraiment, en fait, naturellement, si tu veux, les choses se sont mises en place. On a eu le Yacht Club, parce que le propriétaire, c'est Samuel et c'est un ami de la famille aussi. Il soutient d'ailleurs nos projets gospel. Tout le monde était de bon cœur pour faire ça, sans rémunération à la base. Mais il fallait quand même beaucoup de frais. Il y avait la vidéo, lumière, déco, l'avion, comme tu as dit. L'avion surtout. J'ai la chance d'être entouré de vidéastes, notamment Begaz et d'autres encore. Hein, mais j'ai une équipe solide autour de moi, notamment par mon métier aussi. Hein. Du coup, on avait toutes les cartes en main pour pouvoir faire le projet. Il fallait juste faire Ligue à venir de France. Donc, on a trouvé le financement pour ça. Et puis, Step Out aussi à participer au financement du projet. Donc, franchement, tout était en place. Et on a pu faire ça. C'était vraiment un truc de fou. L'objectif, c'était de faire quelque chose d'impactant et surtout qui me ressemble, qui nous ressemble en tant que musicien avec mes potes et qui n'est pas fait en Guadeloupe. Parce que on a vraiment vu un peu tout ce qui se faisait en Guadeloupe, musicalement, en termes de live et d'enregistrement live. Nous, on a dit vraiment, on va mettre notre talent à contribution et notre vision des choses et surtout notre musicalité. Et on est allé à fond là-dedans. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'inédit en Guadeloupe. D'ailleurs, vraiment, c'est les feedbacks qu'on a sans arrêt, que vraiment on a fait. Vous avez été satisfait des retours du coup? Vraiment, les retours sont vraiment satisfaisants. Tout le monde a apprécié. C'est dans différents points de vue, différents goûts. Les gens tous apprécié, ils se sont dit vraiment, ça c'est un bon live, c'est ce qu'on veut en fait. Donc, et ça vous a servi de carte de visite? Est-ce que tu as été contacté du coup pour... On y est là maintenant, c'est maintenant. Donc, il y a des discussions, des gens... Il y a des discussions et puis c'est vraiment la carte de visite. Donc là, moi je me suis concentré un peu sur le pays, sur la sortie de tout ça. Mais je pense que c'est le début de quelque chose, j'espère, et c'est le projet. Donc ça va servir de carte de visite. Nous, on est capable de faire ça. En Guadeloupe, on est capable de faire ça. Parce que pour avoir parlé avec des gens du milieu de la pop urbaine en France, même eux nous ont dit, avant l'enregistrement du live, juste avec la répétition, ils ont dit, les gars, en fait, même en France, on ne fait pas vraiment ça. Il y en a qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on a réalisé que c'était vraiment un truc de ouf. C'était vraiment un truc de ouf. donc voilà, je suis super fier de ce projet-là. On est tous fiers et je remercie vraiment toute l'équipe qui a soutenu, chaque personne individuellement, même les gens qui n'étaient pas prévus pour nous aider. Hein. Il y en a qui naturellement voulu participer. Voilà. L'énergie Voilà, parce que je pense que tout le monde a vu que waouh, il y avait quelque chose là et il fallait qu'on soutienne le truc. Fizz, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter? Écoutez, retrouvez ma musique, écoutez ma musique, streamez ma musique, soutenez les projets et j'espère moi-même vous amener quelque part bientôt musicalement à de nouveaux horizons. Merci Young Fizz, à bientôt. À bientôt.